Bonjour, je suis Romain Quirault, le réalisateur du dernier voyage de Paul W. Il y a de longs débats avec l'équipe, et notamment avec Hugo Becker. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on préférait Paul W. parce qu'il y a un côté un peu pop qu'on aime bien, ou le dernier voyage, parce qu'il y a la poésie du dernier voyage avec tout ce que ça raconte. Donc, mais nous, entre nous, on l'appelle Paul W. Alors j'ai grandi de façon extrêmement classique avec Star Wars, Indiana Jones, Die Hard et ce genre de films. Et comme j'étais très fan de Harrison Ford, j'ai basculé un jour sur un film qui me faisait vraiment, qui m'intriguait beaucoup, mais j'avais l'impression qu'il était un peu bizarre. C'était Blade Runner. Là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et j'étais encore un peu jeune, je crois. Et en fait, petit à petit, je suis passé de ce genre de cinéma-là au cinéma asiatique avec Takeshi Kitano qui a été pour moi une espèce de ultra claque, les premiers Anabi notamment, mais d'autres aussi, Sonatin. Évidemment le cinéma coréen dans la foulée avec Old Boy que j'avais vu au cinéma et qui reste un moment de what the fuck, puissance cinématographique absolue, mémorable. Il m'a bouleversé. Et ensuite, j'ai basculé sur le cinéma, sur la nouvelle vague et sur du cinéma plus ancien, style Clouseau, ce genre de choses. Je suis arrivé, en fait, j'ai fait un schéma un peu à l'envers. C'est beaucoup de temps à jouer avec mes bonhommes quand j'étais petit. Et un jour, j'ai un copain à l'école qui m'a dit, tu sais que sur la caméra, alors je pensais qu'on avait tous la même caméra, le caméscope de nos parents, mais du coup, je pensais qu'on avait tous le même. Il me dit, il y a un bouton orange et si tu appuies, ça fait disparaître tes mains et du coup, tes bonhommes, ils vont bouger tout seuls. J'ai trouvé ça tellement cool que je suis rentré chez moi, j'ai voulu essayer. Donc, j'ai pris le caméscope de mon père, j'ai essayé. Évidemment, ça ne marchait pas. Mais en tout cas, une fois que j'avais le caméscope en main, je me suis dit, tiens, on va quand même s'amuser avec ça. Et en fait, j'ai très vite commencé dès 9-10 ans. Mais même avant, je me souviens que ça m'arrivait de marcher comme ça. En mode, je marche comme ça pour voir comment ça fait. Donc, je crois que ça faisait longtemps, depuis que je suis petit, vraiment, j'ai ça. J'ai fait. En fait, j'avais envie de faire ça. Donc, j'ai fait des courts-métrages avec mes petits frères, avec le caméscope de mon père. Et après, de mes 12 ans à mes 25 ans, j'ai dû faire 150 courts-métrages avec tous mes potes. J'avais bossé un été pour m'acheter une caméra. Et du coup, dès que je pouvais, je ramenais tous mes potes et je les faisais jouer dans mes films. Juste avant l'Aube, c'est l'histoire d'un Américain qui est complètement perdu dans Paris. Et en fait, on se rend compte que son père vient de mourir aux États-Unis, qu'il doit rentrer le lendemain au pays. Il va tout faire pour fuir son deuil, fuir la réalité de la mort de son père. Et en fait, il peut pas. Donc, il va courir vers l'alcool, vers la violence, vers tout ce qu'il peut pour ne pas penser à ça. Et voilà, c'est vraiment la solitude d'un mec qui traverse Paris, un Américain perdu dans Paris, avec la mort qui plane, mais qu'il rejette le plus possible. Donc, les Audit Talent Awards, c'était un concours qui se basait sur un scénario. Avec, à l'époque, c'était Olivier Dahan, le président du jury, qui devait, avec son équipe, trancher. Et du coup, en fait, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, déjà, j'aime beaucoup Le Petit Prince, j'aime beaucoup Ray Bradbury, et je m'étais dit, tiens, en France, et j'étais pas forcément très attiré par la science-fiction en tant que réalisateur. Je me disais, c'est pas tout à fait pour moi, c'est pas tout à fait mon univers. Et alors, j'avais pensé le truc inverse en me disant, OK, si tu devais faire de la science-fiction, vers quoi tirer? Et c'était du coup, bah, voilà, ramener de l'enfance, ramener tous ces trucs qui me faisaient rêver quand j'étais petit. Mais pour jouer avec ça et les tordre un peu. Donc, une voiture volante, une fusée, un astronaute, un monde désertique. Des images très, très cinématographiques, en fait, très, très visuelles. Et dedans, moi, ce qui m'intéressait, alors fait plus ou moins maladroitement, hein, mais c'était de raconter autre chose, en fait. C'est de raconter un mec. J'aimais bien le postulat du sauveur de l'humanité, qui en fait n'est pas forcément très très sûr de vouloir nous sauver, et que tout se joue avec des petites rencontres, des rencontres presque quotidiennes, d'un mec qui va dans un supermarché, qui croise un autre qui promène son chien dans un climat. Enfin, c'était vraiment jouer, mélanger les codes de la fin du monde avec quelque chose de plus poétique, plus comme ça, un peu lunaire. Après, le fait que ce soit dans le cadre du Audit Talent Award a permis justement d'avoir un peu plus de moyens qu'habituellement. Et c'était une chance. En fait, je savais en tentant ce concours et juste avant la veille de l'entretien, parce qu'ils ont monté la sauce pour qui allait le gagner, on était 3 en finale, etc. Et je savais que si je le gagnais, ça pouvait changer quelque chose vraiment dans ma vie, parce que j'allais pouvoir. Je pense que c'est impossible en France si on n'est pas dans le système. En fait, qu'avec le système actuel en France, je pense qu'on j'aurais jamais pu faire ça. C'est-à-dire que personne n'aurait financé un film de SF ambitieux comme ça. Personne n'aurait dit, OK,
Enfin, il y avait un pari qui était tellement fou qu'il fallait que ce soit dans un concours de mécénat pour qu'il puisse exister. Et ouais, on s'est battu. On avait finalement le budget pas non plus stratosphérique, mais en tout cas, ça permettait bah ouais, de sortir un truc un peu étonnant visuellement. Et moi, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré cette expérience-là parce que bon, il y a eu le cours et puis il a eu une super vie en festival. Il m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Et surtout, il m'a vraiment confirmé l'idée que j'avais envie de. Enfin, déjà que l'univers qu'on avait posé sur le cours pouvait s'étirer. Au début, j'étais pas forcément sûr de faire un long. Hugo Becker, le comédien, m'y a beaucoup poussé en mode réfléchis quand même, réfléchis. Et en fait, quand j'ai fini le cours, je me suis dit, OK, là, on a posé 17 minutes de quelque chose de plus grand, d'un univers qui pourrait se développer plus et d'une histoire, en fait, qui reste à raconter dans cet univers-là. Paul Loublever, c'est l'histoire d'un homme qui est en fuite dans une France désertique. Et en fait, au début, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il fuit. Et on va se rendre compte petit à petit qu'en fait, c'est l'astronaute le plus talentueux, le seul qui est capable de nous sauver face à une menace gigantesque qui est dans le ciel, qui incarne la fin du monde et qui est une immense lune rouge. Et on comprend qu'il était le seul à pouvoir la détruire, et qu'en fait, il est en fuite, et qu'a priori, il ne veut pas faire la mission qu'on lui a demandé de faire. Et il va croiser sur sa route une adolescente qui s'appelle Elma, qui, elle, essaie de survivre dans ce climat où de plus en plus de personnes baissent un peu les bras et cèdent au désespoir, etc. Et en fait, ensemble, ils vont partir prendre la fuite. Et ça va être un road trip un peu post-apocalyptique, un peu crépusculaire, où elle va comprendre petit à petit qui il est et pourquoi il fait ça et où est-ce qu'il peut aller dans sa fuite. C'est aussi la limite de sa démarche jusqu'où, à un moment, il peut fuir son destin ou pas, quoi. On en parle beaucoup de Luc Besson. Mais ça, Luc Besson, c'est comme je disais tout à l'heure, ça fait partie des films que j'ai beaucoup aimé étant enfant. J'avais vraiment trouvé Léon, le cinquième élément. C'est des films qui m'avaient visuellement, j'avais trouvé ça génial. En fait, j'aimais l'idée qu'un réalisateur français se batte aussi pour créer les univers, ne pas laisser que les Américains proposer des univers un peu magiques. Très jeune, en fait, j'avais du mal à comprendre pourquoi il y avait Jean-Pierre Jeunet, Luc Besson, mais il y avait très peu en fait en France qui proposaient des univers. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait. Après, je suis pas forcément un fan absolu du cinéma de Luc Besson, mais le film, le dernier voyage de Paul, en fait, le dernier voyage de Paul Loublever, mon métrage, il joue. C'est presque un postulat de départ. Il prend les codes de ces films-là, que ce soit des films américains ou les films de Luc Besson, c'est des codes de films de héros qui sauvent, d'univers avec les voitures volantes, etc., etc. Et en fait, il s'en amuse. Moi, c'est vraiment ça l'idée. Je prends ça et en fait, le film que je raconte, c'est un film sur l'enfance et la mélancolie. Mais comme je prends ça et que je les assume et que j'adore ça, en fait, moi, j'adore créer un univers, j'adore imaginer la science-fiction de demain, faire voler des voitures, mettre ce qu'on appelle des ombres, des robots masqués qui pourchassent un peu le héros. J'adore jouer avec ce truc-là. Et en fait, au moment de réfléchir au casting, etc., donc la personne qui pouvait incarner le père de Paul Loublever et qui était en fait un Elon Musk moderne, enfin dans l'univers, c'est une espèce d'homme entrepreneur. Il fallait quelqu'un qui ait quand même cette carrure et cette capacité à croire tout de suite, parce qu'en France, on peut vite être ridicule. C'est-à-dire que quand on fait l'homme le plus grand entrepreneur du monde, il faut en face qu'on ait quelqu'un que les spectateurs puissent croire à ce personnage. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément de comédiens français qui ont cette aura presque aussi internationale qui peuvent. Et il y avait une espèce d'évidence dans la logique de jouer avec les codes, dans la logique de ces films-là qui hantent un peu le mien et aussi avec lesquels il s'amuse. Jean Reno, c'était une évidence en fait. Donc en fait voilà, j'étais plutôt très content quand il a accepté le projet parce que c'était un pari, je pense pour lui aussi c'est un projet un peu particulier, donc il fallait y aller quoi. Hugo Becker, je préfère ne plus en parler. Voilà, je préfère le dire. Après, on n'a pas eu beaucoup de jours de tournage, mais ça a suffi, je peux vous le dire. Alors, Hugo, c'est une longue histoire parce que ça a commencé sur le cours du coup où je cherchais un visage inconnu, mais d'un jeune comédien. J'aime bien l'idée de trouver quelqu'un avec qui on peut évoluer. Et j'ai toujours aimé ces binômes-là. Alors, je ne me compare pas du tout à eux, mais c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, il y en a quelques-uns, et Scorsese, De Niro, ce genre de binômes où ils se sont construits. En fait, un truc générationnel que j'aime bien. Et on est de la même génération. Donc, on a fait le cours ensemble et ça s'était très bien passé, on s'était très bien entendu.
Et puis est venu le moment du long, et en fait, c'était une relation, on a été très proches pendant le montage, la tentative de monter le film, ça a été quand même assez long, assez compliqué. Et il a jamais lâché le projet, il a toujours été là. Et on était à la fois très proches, à la fois j'étais très exigeant avec lui en lui disant voilà, moi il y a une image de toi qui m'intéresse pas, en fait. Donc ce que je veux, c'est pas ça. Hugo, c'est un très bon comédien, il peut jouer plein de choses, il est très technique. Moi, je voulais casser ce truc-là et aller chercher une fragilité, quelque chose que j'avais jamais vu chez lui, et je pressentais qu'il avait la capacité d'amener ailleurs, d'amener plus haut que le court et que d'autres rôles que j'avais vus, en tout cas de quelque chose qui m'intéressait plus. Donc voilà, on a bien bossé. Du coup, sur le tournage, j'étais assez dur avec lui pour aller chercher cette sensibilité-là. Et on s'est pas trop pris la tête. Et finalement, on reste encore aujourd'hui très proches, et je suis content, je suis très content de l'avoir dans mon film. Évidemment, pour un réalisateur, faire un premier film aussi particulier, c'est une chance de fou. Après, c'est un tel combat, mais c'est un tel combat. On pourrait en parler pendant des heures. Monter un film comme ça, il y a des milliards de fois, on se dit, mais pourquoi je mets toute cette rage dans ce film? Pourquoi je fais ça? Alors qu'en fait, c'est trop dur en France de faire un film comme ça, parce que les gens ont peur, parce que les gens sont frileux, parce que tout le monde explique par A plus B qu'en France, il faut pas faire des films comme ça. Et c'est terrible, en fait, de dire, donc quoi, on fait tous le même film, c'est ça le constat. Donc on s'est battu du début à la fin, et la post-production avec la crise du Covid, etc., n'a rien arrangé. C'est-à-dire on a quand même un budget qui est très serré. Quand je dis très serré, c'est qu'on n'a même pas. Enfin, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de combats. Et les bonnes nouvelles, du coup, elles brillent en fait au milieu d'une lutte acharnée. Donc, à l'époque, quand Jean Reno a accepté, on avait l'impression qu'on avait fait le film. Alors, on s'est rendu compte que c'était qu'une petite étape dans le process, mais on était déjà fou de joie. Et Angoulême, ça m'a fait un peu ça. C'était vraiment j'étais dans mon jardin, un coup de fil de la productrice. Après une semaine, on avait eu que des galères. Et là, c'est genre, on a eu Angoulême, mais en fait, on n'y croyait tellement pas. On a fini par, on perd pas confiance, mais c'est vrai que c'était quand même tellement dur par moment que du coup, ça a été, je me souviens, j'étais dans le jardin, que je me suis mis à crier, à gueuler avec les voisins qui me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Donc non, une vraie joie. On est très, très content d'être à Angoulême. Et je suis très, très content de pouvoir montrer le film, en fait. C'est la première fois c'est le premier endroit où des gens vont pouvoir le voir. Donc c'est cool.